Donc aujourd'hui, nous recevons le professeur Grégoire Moutel, donc professeur et PH à l'Université de Normandie et au CHU de Caen. Grégoire Moutel est chef du service de médecine légale et de droit de la santé. Il est également directeur de l'espace éthique de Normandie et membre du comité éthique de l'INSERM. Alors, ces domaines d'intérêt et de compétences, je dirais, sont vastes. Ça va de l'évolution du droit des patients et aux impacts éventuellement sur la relation soignant-soigné, jusqu'aux enjeux éthiques dans les programmes de santé publique. Il a été responsable entre 2020 et 2022 du projet Panthère qui va vous présenter, financé par la DGSO. Donc ce projet Pandémie, territoire et éthique, si je ne me trompe pas, a été réalisé en collaboration avec le comité consultatif national d'éthique. Et la principale question posée, mais enfin il vous l'expliquera mieux que moi, ça a été effectivement la place de l'éthique en cas de crise sanitaire comme nous l'avons connu récemment. Donc voilà, donc je laisse la parole à Grégoire qui va vous expliquer ça très bien. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci à Sylviane pour ses mots d'accueil. Alors, je voulais quand même remercier tout le monde, donc Simone et puis l'ensemble de l'ISPED, parce que quand on regarde l'ISPED de très loin, on est toujours admiratif, donc il faut quand même qu'on vous le dise. Et c'est sans flagornerie. Effectivement, Sylviane l'a dit, donc sans trop revenir sur la question CV, mais c'est important pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais partie de ceux qui, depuis un certain nombre d'années, essayent de porter l'éthique au niveau universitaire, sachant que même dans les espaces éthiques, cela fait débat, mais en tout cas, moi, je tiens ma ligne. C'est que je pense qu'on peut mener des travaux de haut niveau et que l'éthique n'est pas qu'une question d'éthique de comptoir, voire même une éthique de comité. Je mets un peu, non pas à dos mon ami Jean-François Delfrécy, mais la problématique de la comitologie, qui est un vrai problème, et c'est là que je me raccroche, je pense, à la santé publique, c'est que je pense qu'il faut qu'on fasse des évaluations de pratiques de terrain pour faire rejaillir deux choses. La première chose, c'est les questions nouvelles et qui ne sont pas correctement traitées aujourd'hui dans nos politiques de santé publique. Par exemple, la fin de vie à domicile, hein, c'est un exemple. On a beaucoup centralisé la fin de vie sur la question de l'hôpital, des établissements de santé, mais on a oublié, vous savez, les EHPAD et le domicile. Et puis un autre élément que je porte assez fortement, qui est l'idée qu'une fois qu'il y a une norme, et en particulier une loi, dans les lois de bioéthique, la loi sur la fin de vie, où une norme est dictée par nos agences nationales, il faut en évaluer l'application, et ce qui va nous amener à la problématique de Panthère, qui est le dernier volet, de manière à voir comment les normes nationales doivent être déclinées sur les terrains et dans les territoires. Quand je suis un peu provocateur, j'invite, et là c'est que je rejoins mes collègues de l'espace éthique Nouvelle-Aquitaine qui sont présents et qui ont travaillé avec nous sur ce projet-là. Il y a un vrai sujet sur, on va dire, dans le champ de l'éthique, c'est un sujet tabou. Enfin, c'est pas ça joue dans le champ de l'éthique, c'est tabou dans le champ du politique, c'est la question de la transgression de la norme. C'est-à-dire en quoi, dans certaines situations, face à des normes inadaptées ou inadaptables, eh bien, les acteurs de terrain doivent ou non transgresser. Voilà, c'était histoire de vous mettre dans l'ambiance. Donc vous avez un prof de médecine légale qui enseigne le droit de la santé, qui en plus dit à ses étudiants qu'il faut apprendre à transgresser. Donc tout va bien. Bon, ça c'est pour le contexte, sachant que d'un point de vue institutionnel, je suis un garçon quand même assez sérieux et constructif, donc je n'appelle pas la transgression sauvage. Alors effectivement, pour ceux qui ne sont pas tout à fait... on va dire, connaisseurs ou habitués à la question d'éthique, j'ai fait mon topo en deux parties qui ne devraient pas excéder 2 fois 20 minutes. La première partie, et je m'en excuse auprès de Sylviane, Nathalie, Simone aussi qui doit connaître ça, puis nos collègues de l'espace éthique, je refais un petit topo sur quand même ce qu'est la place de l'éthique en général dans le champ de la santé publique. Donc pour certains, ce sera un peu des révisions, mais je pense que c'est important de poser certaines bases de ce côté-là. Alors, il y a des choses qui pourraient apparaître comme des poncifs, mais qu'il faut quand même rappeler, et ça fait lien avec mes propos liminaires, c'est-à-dire que, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, dans une société où le système de santé est en forte tension, en tension économique, et dans lequel, en particulier, on a un rapport, me semble-t-il, finalement beaucoup plus compliqué, on va dire, avec l'exercice de la médecine. Et on peut dire que l'exercice de la médecine, c'est simple, mais en fait, l'exercice de la médecine, dans un système où les gens sont consommateurs de soins, c'est loin d'être simple. Quand vous avez, on va d'emblée mettre les pieds dans le plat, on y reviendra avec ma diapo fétiche, des compositions de populations qui consomment des mammographies de manière, me semble-t-il, anarchique, que vous avez des prescripteurs qui prescrivent des PSA pour des dépistages de la prostate de manière totalement anarchique, que vous avez des fameuses prescriptions
d'anxiolytiques que vous connaissez, qui font que la France est un des pays les moins bien, on va dire, régulés sur la prescription de molécules qui sont quand même loin d'être anodines en termes de toxicité et de bien-être pour les personnes. Bref, on a ce premier volet. Le deuxième volet, mais qui est lié à ça, c'est qu'on construit aujourd'hui des droits et des droits des patients, par exemple. On a construit des droits des patients. Moi, je suis un farouche défenseur de l'évolution des droits des patients, mais je suis le premier à m'interroger, puisque là, on est 20 ans sur la loi du 4 mars 2002. J'ai donné un interview la semaine dernière à des journalistes, où la question qui me posait, mais c'est quoi les devoirs des patients? Et donc, derrière ces questions de droits, il y a des sujets, on va le voir, qui vont toucher à la santé publique, qui est par exemple la question de l'obligation. Alors je sais qu'en ce moment, il faut faire attention, parce que l'obligation vaccinale a quand même mis beaucoup de gens dans la rue, dont je le dis clairement, les opinions par certains égards me choquent et me heurtent, mais il n'empêche que cette question de l'obligation fait partie. Et puis, vous voyez que chemin faisant, on va donc se demander comment les normes évoluent, puisqu'il y a aussi des droits, alors on va dire, de mon point de vue, plus positifs, qui sont l'ouverture des droits sur la fin de vie, avec le débat sur l'euthanasie qui va se profiler, l'ouverture des droits des couples de femmes à la procréation médicalement assistée. Alors même si ça fait polémique, on voyait que tout ça est un peu en jeu. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Il n'empêche qu'il y a quelques années, quand on disait on fait de l'éthique, c'était un peu on fait de l'éthique réflexive au lit du patient, sur des décisions complexes, certes, mais vous voyez que donc aujourd'hui, on est plutôt dans des démarches éthiques qui vont viser à arbitrer des choix collectifs, donc une éthique qui est éminemment politique. Donc je pense qu'il faut le dire au sens noble du terme, même si, comme je l'ai mis dans cette diapositive, l'éthique va continuer à aider à résoudre des cas singuliers dans les services cliniques ou dans le monde médico-social. Mais voilà, cette dimension collective, elle est importante. Alors, bien sûr, là aussi, c'est des choses que vous connaissez, mais je trouve que c'est bien de t'entendre de redonner les exemples, parce que, en fait, ils sont non seulement nombreux, il me semble qu'ils sont importants, mais ces exemples nécessitent aussi que des gens se spécialisent, c'est mon petit côté militant, Simone, dans le champ de la recherche pour effectivement éclairer les décideurs. Parce que c'est pas si simple que ça, quand vous prenez les sujets un à un, de dire demain, comment va-t-on réguler l'accès aux tests génétiques? Comment va-t-on voilà, encadrer les nouvelles règles de la recherche biomédicale, dont on sait, et j'ai le plus grand respect pour M. Jardet et M. Hurier, mais qu'elles sont un peu obsolètes aujourd'hui, certaines règles de la recherche biomédicale. Puis on en parlait hier, le fonctionnement de ces comités de protection des personnes, si on est un peu courageux, il faut avoir l'honnêteté de dire que ce n'est pas tout à fait à nouveau sur l'ensemble du territoire français. Donc c'est des aspects un peu techniques. Si on rentre dans quelques détails plus pratiques, ben, je vous l'ai dit, moi j'ai eu la chance avec donc, Nathalie et Sylviane de participer et d'animer le groupe de recherche sur l'éthique du dépistage à l'INCa. Il est légitime que le politique s'interroge pour savoir si demain les politiques de dépistage des cancers, avec certes leur degré de pertinence, mais on peut dire toute leur faiblesse, ne pourraient pas changer soit de braquet, soit de rentrer dans le débat de l'obligation. Il y a des pays au monde qui s'intéressent, donc c'est quand même des questions qui sont assez lourdes. Le deuxième point, je vous en ai parlé, sur l'évolution de la loi du 4 mars 2002. C'est des gros sujets, et on va y revenir avec Panthère, où on a quelques principes, mais les principes, sont-ils effectifs dans les pratiques? On sait que non. Sont-ils opérationnels? Je reviendrai pas trop longtemps là-dessus, mais c'est un peu mon dada. La personne de confiance, on en fait tout un pataquès en disant un individu peut désigner une personne de confiance. Dans plein de services de psychiatrie, de gériatrie, c'est pas opérationnel parce que les gens sont pas en état de désigner. Et quand bien même ils sont en état de désigner, les gens vous disent moi je veux désigner ma fille, mon fils ou mon frère et mon conjoint. Ils veulent plusieurs personnes de confiance autour d'eux et c'est une demande tout à fait légitime. On ne voit pas pourquoi il y aurait une unicité de la personne de confiance. Donc après, il y a d'autres débats sur la question fin de vie, on y reviendra, parce que là, si on a des témoignages différents de plusieurs personnes de confiance qui ne sont pas d'accord quant à témoigner des droits des patients, c'est un problème. Mais vous voyez qu'il y a des sujets d'évolution. Et puis, aussi, puisque c'est un sujet éminemment d'actualité qui rejoindra le problème de Panthère, c'est comment on associe réellement les usagers aux choix qui les concernent. Alors on pourrait dire que c'est à la mode, parce qu'on a un président qui veut faire des grands débats, et tout ça, moi je ne rentre pas là-dedans. C'est pas que c'est à la mode, c'est que c'est une nécessité. Aujourd'hui, on y reviendra dans Panthère, les prises de décision qui ont été faites dans les EHPAD, si elles avaient été à minima faites en concertation avec les représentants des familles, même avec la même décision finale, et j'insiste là-dessus, même avec la même décision finale, auraient été mieux comprises, mieux acceptées. Ça, tous les acteurs en sont d'accord. Donc vous voyez que ça c'est un point important. Le troisième est un micro-détail, mais j'aime bien de temps en temps faire des micro-détails dans mes interventions. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on n'est pas très au clair dans le système de santé sur la prise en charge d'un mineur. Si je vous dis, mais la majorité dans le système sanitaire, c'est 18 ans,
mais ça ne marche pas. Enfin, pour ceux qui font de la santé publique, ça ne marche pas. Pour la contraception, pour le dépistage des MST. Alors on sait qu'il y a des cadres dérogataires, mais beaucoup plus largement, en particulier pour l'IVG, on sait que pour l'IVG, il y a un cadre dérogataire qui heureusement est important, mais on voit bien qu'on n'est pas très au clair sur la question de l'information, du consentement et de l'autonomie du sujet mineur dans notre système de santé. Et donc il faudra, à mon avis, avoir le courage d'aborder ces questions-là. Et puis, dernier exemple, vous l'avez aussi tous à l'esprit, on nous dit qu'on est dans un système de santé solidaire, on voit les progrès qui émergent particulièrement dans le domaine de la cancérologie, et il faudra avoir le courage demain de dire c'est quoi la régulation de l'accès à l'innovation et aux molécules onéreuses. Ce n'est pas des sujets simples, mais allez, on va le dire, on aurait aimé avoir une campagne présidentielle qui soit un peu plus intelligente qu'elle ne l'est actuellement, parce que c'est des vrais sujets. Voilà. Donc ça, c'est un peu, vous voyez, pour essayer... parce que c'était mon côté militant, de vous faire comprendre que l'éthique en santé publique, c'était important. Et là, c'est la diapo fétiche. Voilà. Pour Sylviane et Nathalie, c'est notre diapo fétiche, parce que j'aime bien, de temps en temps, dire, je veux toujours la caser, celle-là. Mais c'est ce fameux débat, vous savez, sur la participation aux mammographies en France. Donc, quand vous voyez ça en rose, c'est la participation des femmes. Donc, c'est une diapositive issue de nos travaux, communs avec Sylviane et Nathalie, où vous voyez en rose ce qu'on a appelé, nous, les dépistages réalisés à titre individuel, c'est-à-dire, en gros, et c'est sans du tout jugement négatif, les femmes, mais aussi les médecins, qui font ce qu'ils veulent. Là-dedans, il n'y a pas d'indication médicale. Ce n'est pas parce qu'il y a un antécédent génétique de cancer, ce n'est pas parce que ce sont des femmes qui ont une masse tumorale ou un point d'alerte clinique. Ce sont des femmes qui font et à qui on propose des mammographies de manière itérative, parce que quelque part, les gens veulent se rassurer. Et ça fait partie de la clinique, de médecine, de vouloir rassurer les gens. Et vous voyez que ça intrigue. Et en vert, vous voyez en gros les gens qui font leur dépistage dans le dépistage organisé, c'est-à-dire dans les règles. Et vous voyez qu'au total, c'est des choses que vous connaissez certainement ici, mieux que moi d'ailleurs, on n'arrive même pas à avoir 100% de la population, si encore on y arrive. Voilà. Donc c'est l'illustration typique de débats qui sont politiques, éthiques, démocratie sanitaire, et qui renvoient à cette question de convaincre sans contraindre, vous savez, ou alors de rendre obligatoire certaines actions de santé publique. Ensuite, il y a d'autres volets, je passerai rapidement, mais c'est pour, au passage, vous donner une info sur laquelle je reviendrai après, sur la différence entre l'éthique et la bioéthique. Je pense que vous le savez, mais souvent, il faut le rappeler, c'est que quand on va être dans la bioéthique, on va plus être dans les questions biotechnologiques ou biologisantes, voilà, tout simplement. Mais là aussi, vous connaissez voilà, tout l'avènement des questions qui sont importantes que vous voyez sur cette diapositive, donc je ne vais pas les énumérer, mais vous en voyez le champ important. Alors derrière tout ça, si on revient un peu à des fondements plus philosophiques, alors moi je dis toujours que le médecin ne doit pas être philosophe et je m'en garde bien, parce que sinon ça fait des mauvais philosophes, mais il n'empêche qu'il faut quand même évoquer quelques concepts qu'on partage entre la médecine et la philosophie, c'est en particulier cette notion de responsabilité, responsabilité qui est double, c'est une responsabilité vis-à-vis des personnes dont on a la charge, donc que ce soit le patient, d'un point de vue individuel, mais que ce soit la population en santé publique, mais qui est aussi une responsabilité qui nous amène sur une responsabilité qu'on appellerait futurologique, c'est-à-dire les conséquences pour demain. Alors, ce n'est pas forcément la biotechnologie qui pose des conséquences pour demain, c'est sûr que la génétique en pose, c'est vrai que l'intelligence artificielle en pose. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui m'intéressent fondamentalement à ces sujets. Je pense que dans le futur de notre système de santé, et vous le savez mieux que moi, l'organisation des EHPAD est un axe majeur, d'accord, de ce qu'on peut rappeler une projection futurologique de ce qu'on veut dans la société. Et qui est une forme de danger d'ailleurs, on l'avait dit initialement au Comité national d'éthique, à s'occuper par exemple des questions du clonage. S'occuper des questions du clonage, alors oui, alors ça pose des questions certes très importantes. Vous savez qu'il y a aussi tous ceux qui parlent du transhumanisme et de tous ces gens. C'est captivant, on peut y passer des heures, mais il n'empêche que par rapport à une éthique citoyenne, à des problématiques du quotidien, voilà, je reviens sur cet exemple du grand âge, on voyait que c'est des enjeux qui sont, à mon avis, beaucoup plus forts et beaucoup plus importants pour la population générale. Donc c'est ça. L'autre élément qu'il faut que je vous amène, et que connaissent bien donc, tous mes collègues des espaces éthiques, mais il faut le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, dans notre champ démocratique, on est emprisonné globalement et de plus en plus, quand vous voyez les débats médiatiques et politiques, par les éthiques de conviction. Les éthiques de conviction ont une force, c'est qu'elles font celles que chacun a dans son cœur, en son âme, mais ont une énorme faiblesse, c'est qu'elles ne respectent pas autrui.
C'est-à-dire que ça ne peut pas être une démarche collective. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait preuve d'une éthique de conviction, par définition, vu l'éclatement de la population française, eh bien on va laisser de côté 80% de la population, voire des fois plus, parce que si vous prenez certains acteurs de l'échiquier politique, leur éthique de conviction laisse de côté 90% de la population. Donc c'est pour ça que c'est bien de revenir à des fondements philosophiques qui parlent de l'éthique de la responsabilité, qui du coup est un champ démocratique fort, qui consiste à constituer des règles qui réellement soient constituées pour la majorité de la population et qui rejoignent une notion, vous savez, qu'on a du mal à utiliser, ce qu'on appelle le bien commun ou le bien public. Voilà. Et donc c'est objectivement plus complexe. Et le drame aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt enfermé dans ces éthiques de conviction. Ça, je vous en ai parlé, hein, c'était pour définir le terme bioéthique, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc ça vous avez la référence, je vais passer. Je voulais revenir aussi à un auteur que certains connaissent, qui est Hans Jonas, par rapport à cette éthique de responsabilité. En fait, c'est une grande difficulté de l'éthique moderne, c'est d'aller vers quelque chose qui ne serait pas une heuristique de la peur en disant demain sera forcément mauvais, mais c'est de sortir de l'éthique du quotidien. Donc c'est un peu ce que je disais, je suis très respectueux de tous mes collègues qui font de l'éthique en France, mais il y a une éthique nécessaire au lit du patient, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une éthique du quotidien qui n'a souvent que très peu de données prospectives, même sur la question de l'hôpital. On va prendre l'exemple de l'admission en réanimation ou de la non-admission en réanimation. En France, on a encore, y compris des collègues réanimateurs, qui vous disent « Ah, individuellement, pour un patient, il faut qu'on se pose la question de l'admission et de la non-admission en réanimation. » Mais très peu de réanimateurs en France osent dire que dans une politique de santé publique, aujourd'hui, la régulation des lits de l'hôpital imprime une contrainte qui va avoir une incidence sur l'accès en réanimation de la population générale. Ils ont peur de le dire. Ils ont peur de le dire parce que c'est l'impression qu'ils vont apparaître comme des monstres, en disant oui, on va sélectionner des gens en fonction de l'âge, on va sélectionner des gens en fonction de leurs critères économiques, et les gens disent surtout, ah, on ne veut pas surtout faire ça. La question, c'est pas, on ne demande pas si vous voulez ou vous ne voulez pas le faire, c'est est-ce que le système vous contraint ou pas à le faire. Et aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui disent que la France est en train de glisser, donc je suis un peu provocateur d'un point de vue politique, et que l'éthique un peu à la bon papa, qui consiste à dire ah, chaque cas singulier va être traité, machin, c'est une question certes importante, mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on a le courage de dire que nos hôpitaux aujourd'hui risquent de ne pas être dimensionnés suffisamment par rapport à l'accès en réanimation. Et vous voyez que la crise Covid nous l'a montré. Et ce qui est très étonnant, c'est que la crise Covid n'a pas déclenché des choses, je vous le dirai tout à l'heure. Elle n'a fait que révéler l'ensemble des dysfonctionnements de notre système de santé. Donc vous voyez que cette question de responsabilité qui procède de l'avenir va aussi dépendre de la façon dont on veut faire l'éthique, quoi. Donc si on fait l'éthique au quotidien, et je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas la faire, c'est largement insuffisant et qu'il faut dépasser le champ et rentrer dans une dimension prospective. Au passage, pour mes collègues des espaces éthiques, je pense que pour demain, c'est un des enjeux des espaces éthiques que de s'adresser aux populations, aux problématiques des populations et de faire attention de ne pas être dans une éthique de l'entre-soi. Je suis un peu flash par moment. Donc, ça, c'était pour ce volet-là. Pour pareil, ceux qui ne sont pas totalement familiarisés avec l'éthique, il faut quand même rappeler que même si je porte la dimension politique et santé publique dans le débat éthique, au bout du bout, c'est bien la notion de personne qui est interrogée. C'est-à-dire que si on se bat pour que ces questions soient traitées à plus haut niveau, c'est bien parce qu'au bout du bout, il faut qu'on soit d'accord avec la notion de personne. Alors on ne va pas faire, là, en 20 minutes, l'exégèse de la notion de personne, mais vous voyez bien que dans la société, le grand âge, le handicap, la personne vulnérable, le migrant, on n'est pas si au clair que ça sur qui veut-on réellement défendre et qui veut-on prioriser. Implicitement, quand on est citoyen en forme, on se dit que le handicap, c'est pas nous, que le grand âge, c'est pas nous, pas encore, mais il faut être un peu réaliste, on y arrivera. Le migrant, c'est pas nous. La population défavorisée, on espère que ce sera pas nous. Et il y a un danger qui serait, vous voyez, une éthique qui serait l'éthique des citoyens importants et pour qui tout va bien. Et quand, dans le débat politique d'ailleurs, il y a des prises de position politiques, je vais vous prendre l'exemple récent sur le débat sur l'interruption de grossesse, quand vous abordez la notion de personne, vous savez que c'est un sujet compliqué, l'embryon n'est pas une personne, la femme est une personne, on défend les droits de la femme. Et je suis le premier à signer 10 fois, et je remiliterai 10 fois plus s'il faut, pour défendre l'accès des femmes à l'IVG. Mais il n'empêche qu'en parallèle, on n'a pas une politique de santé publique qui permet un réel choix indépendant de parents qui veulent garder un enfant de situation de handicap, parce que l'accueil du handicap en France est globalement largement insuffisant, on le sait tous. Et donc, ça va vous amuser ce que je vais dire, et je fais très attention, mais je pense que là, on pourrait faire du en même temps, quoi.
Ça serait bien qu'on fasse du en même temps sur ces choses-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tenir un discours qui considère par rapport à la notion de personne, même si on n'est pas d'accord sur les fondements, on est une société qui défend aussi fort et aussi haut le droit de l'accès à l'IVG que le droit de pouvoir garder un enfant en situation de handicap. Et je pense que la France n'est pas si claire que ça. Pourquoi ? Parce que justement, les débats sont clivés. Il y a ceux qui disent « Ah bah si on est pour l'IVG, finalement, le reste, on n'est pas si clair que ça. » Et l'inverse est vrai, ceux qui sont anti-IVG disent « Faut tout mettre sur handicap. » Et le fait de faire se rapprocher les gens, moi j'ai un petit côté, je disais à Simone hier, Conseil national de la résistance, ça me plaisait bien, quoi. Moi j'ai un grand-père qui siégeait là, dans ces instances-là. Il est quand même assez hallucinant qu'aujourd'hui, dans une démocratie moderne, on ne soit pas capable de se mettre autour d'une table pour, voyez, avoir ces politiques qui sont finalement tout sauf que des approches clivées de la société. Alors ça m'amène à vous dire que dans la notion de personne aussi, on a fait un choix historique, il faut que vous en ayez conscience, et vous verrez qu'à travers Panthère, ça n'a pas tellement résisté, cette affaire-là, de laisser croire aux citoyens que finalement le principe d'autonomie était le principe sacré de la bioéthique, et de l'éthique en santé publique, et de l'éthique dans le système de santé. Loi du 4 mars 2002, formidable outil, on est d'accord, à une période où les patients VIH n'avaient pas de droits, où il y avait des discriminations, où il y avait des problèmes d'accès aux soins. Il y a un courant historique qui a amené M. Kouchner à faire sa loi en 2002, qui était portée par des valeurs tout à fait légitimes. Mais en parallèle, on a laissé croire aux citoyens que la question de l'autonomie était le paradigme absolu. On doit être informé sur tout, on doit donner son consentement à tout. N'allez pas dire que je suis contre ces principes-là. Mais vous allez voir que c'est important que dans plein de domaines, ce principe de l'autonomie ne va pas résister. Il ne va pas résister. Il va falloir se poser la question de finalement comment on prend des décisions dans le cas où les personnes ne sont pas autonomes. Alors bien sûr, j'ai fait mon petit couplet parce que je suis là pour ça, pour vous rappeler que je suis fortement attaché à la liberté du sujet, au consentement éclairé. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est tellement évident qu'il faut continuer à se défendre pour ça dans toutes les situations où les patients sont mal informés, où le système de santé dysfonctionne, où les gens n'ont pas accès à leur dossier médical, tout ce que vous voulez. Mais les vrais enjeux, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, ils sont ailleurs. Ils sont l'autonomie en santé publique, qu'est-ce que ça veut dire? En pédiatrie, comment on gère? En gériatrie, il y a un pan entier des droits des patients qui est négligé dans notre service. Il n'y a pas de droit des patients âgés, ça n'existe pas. Et le droit de la personne dépendante n'est pas structuré dans notre pays. En psychiatrie, je ne vous en parle pas. On est quand même un pays où les hôpitaux psychiatriques sont les plus mal dotés, les plus mal gérés, où les notions de privation de liberté, de non-régulation de la privation de liberté, malgré les textes récents, sont une catastrophe. Alors vous allez sortir de là en disant « Putain, il nous dresse un pays catastrophique », mais il faut quand même, dans l'éthique, par moment, dénoncer. L'autonomie en réanimation, je ne vous en parle pas, et l'autonomie des patients en médecine palliative, on sait très bien que c'est quand même des sujets... Voilà. Donc vous voyez qu'on a, par rapport à ce paradigme de l'autonomie, plein de choses qui vont nous faire réfléchir. Donc, la règle du jeu de l'éthique, et là aussi je m'en excuse vis de mes collègues qui connaissent ça par cœur, c'est d'arriver à faire introduire dans les processus décisionnels du quotidien, mais aussi au niveau politique, ce qu'on appelle l'éthique de la discussion. Alors l'éthique de la discussion, c'est un grand cours qu'on fait à nos étudiants. Sylviane doit faire ce cours ici aux étudiants aussi, puisqu'elle partage, et puis à l'espace éthique Nouvelle-Aquitaine, vous prenez aussi ça. Mais il n'empêche que c'est bien de le redire, parce que ça fait le lit de tout ce que je suis en train de dérouler. C'est-à-dire qu'on aimerait que dans le champ politique et institutionnel, finalement, cette éthique de la discussion existe. Alors, elle existe bien dans certains endroits, je vous rassure, mais elle existe quand même insuffisamment dans beaucoup d'autres. Donc ça, je vous ai mis les références quand vous vous emmerderez un peu le week-end, quoi qu'il fait beau, donc, enfin, quoi que, à Bermas sous le soleil, je ne sais pas, ça peut être bien. Mais bref, on peut y aller. Mais il y a quand même, voilà, quelques principes, mais qui rejoignent mes propos que j'ai tenus, donc je ne vais pas vous dérouler la diapositive, ça n'a pas grand intérêt, mais qui prennent bien en compte ce qu'on appelle les intérêts des personnes qui peuvent être affectés par des décisions. Alors je ne dis pas que le politique ne prend pas en compte les intérêts des personnes, mais je pense que le champ de l'éthique aura toujours intérêt à dire qu'elle ne les prend pas assez ou qu'elle ne les prend pas insuffisamment, et que surtout, on prend en compte l'intérêt des personnes dans le plus grand nombre, mais on oublie souvent les états de vulnérabilité et les petits nombres et les catégories de population qui sont délaissées. Et à titre personnel, même si je ne partage pas du tout certaines idées politiques qui ont été portées par les Gilets jaunes, je pense qu'il faut faire attention, parce que quand on regarde bien ce qui se passe dans le système de santé aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont effectivement en situation d'exclusion du système de santé. Des choses que vous connaissez, des déserts médicaux, inaccès à certains plateaux techniques de haute spécialisation où toutes les données montrent que l'inégalité sociale est à l'œuvre pour l'accès à des prestations de qualité en médecine,
Le dépistage dont je vous parlais, toutes les données montrent que les inégalités d'accès, c'est le grand dada de l'équipe à laquelle j'appartiens chez Guy Launois, hein, que les inégalités d'accès aux politiques de santé publique croisent de manière magistrale les problèmes d'inégalité, mais ce n'est pas vous que je vais le dire parce que vous êtes les spécialistes de ces questions-là. Donc il faut un peu avoir le courage, vous savez, de sortir de ce discours ancestral, de dire « Ah ben la France, c'est le pays des droits de l'homme, où l'accès aux soins est formidable, on a créé l'assurance maladie ». Je crois qu'il faut avoir le courage de dire « c'était ». D'accord ? C'était, et on peut peut-être y réarriver. Donc cette éthique de la discussion, elle est importante pour ça. Et je vais passer sur cette diapositive, mais pour vous amener un petit peu à ce que je défends, et je ne suis pas là à faire la leçon à certains de mes collègues qui font de l'éthique en France, que beaucoup se rallient désormais à cette question-là, mais il faut sortir l'éthique du champ de la comitologie et de l'éthique des gens entre eux. Il faut aller vers ce que j'appelle l'analyse des pratiques. Et c'est là que je rejoins mon domaine universitaire, que je pense rejoindre la santé publique. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut étudier des cohortes sur ces sujets-là. On peut étudier les cohortes des gens qui sont en difficulté d'accès aux soins. On peut étudier les cohortes de comment se prennent en charge les décisions de fin de vie à domicile. On peut étudier, là on met en place une cohorte de comment va évoluer les profils de donneurs de gamètes dès lors qu'on ouvre vous savez, le don de sperme à une nouvelle catégorie de population qui sont les femmes et les femmes en couple et les femmes célibataires. Encore une fois, moi, j'ai aucune opposition sur cette évolution, mais il n'empêche qu'il faut regarder si ça a une incidence sur le don. Vous voyez ? Donc il faut que l'éthique se base désormais sur des analyses de pratique et ce que j'appelle des évaluations d'impact. Et ça, bon, c'est une forme de modernisation, selon moi, de ce qui est l'éthique de la discussion, qui était plutôt cantonnée dans les éthiques du cas singulier, hein, les éthiques individuelles. Alors là aussi, je vais passer, mais pareil, comme dans l'amphithéâtre, il n'y a pas forcément que des gens qui sont férus de sciences. Est-ce qu'il y a des grilles de lecture ? Alors oui, il y a des grilles de lecture, il y a des grilles d'analyse, alors qui relèvent des sciences humaines. Hein. Moi, je suis nul en biostat. Dès qu'il y a des biostats à faire, je fais appel à ceux qui savent les faire. Mais je suis un grand adepte, effectivement, des approches aussi qualitatives, puisque dans cette logique du principisme, ce à quoi nous oblige le principisme, c'est interroger des principes. C'est-à-dire, quand on a une situation donnée, on s'impose d'interroger des principes. Il peut y en avoir d'autres, c'est les limites du principisme selon Childress et Beauchamp, c'est que lui, il en énonce que la série de 4 qui sont là. Mais vous voyez bien que si, face à chaque décision de santé, on s'interroge sur le concept de justice, de bienfaisance, de malfaisance, d'autonomie et de responsabilité, on peut quand même imaginer que la décision finale sera meilleure. Ce que disent Childress et Beauchamp, c'est pas qu'on doit respecter ces 4 principes. Là, je fais le cours que vous devez faire aussi aux plus jeunes, mais souvent on se trompe, on ne peut pas les respecter. Le principe d'autonomie, par exemple, il y a bien des situations où on ne pourra pas le respecter. Mais ce que disent Childress et Beauchamp, c'est une fois qu'on les aura interrogés, on se sera dit, si le principe d'autonomie n'est pas applicable, quel est le plan B ? À qui on fait porter la décision ? Aux proches, aux médecins, aux juges, pourquoi pas ? Mais vous voyez que le simple fait de s'interroger sur le concept d'autonomie et de se dire est-ce qu'il est pertinent va amener une société à moderniser ses principes et à dire mais qu'est-ce qu'on fait à la place d'eux ? Ça, c'est un élément éminemment important. Et puis, le concept de responsabilité que j'aime bien, alors moi je suis professeur de médecine légale, alors forcément le concept de responsabilité... je pense qu'on a un archaïsme pédagogique dans les facultés de médecine, c'est qu'on apprend aux étudiants en médecine leur responsabilité civile, pénale, pour qu'ils se protègent ou qu'ils sachent ce qui va se passer dans leur vie si un jour un médecin porte plainte contre eux. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas passionnant, mais d'abord c'est un peu chiant pour eux. Et deuxièmement, c'est très rare dans la vie d'un professionnel. Par contre, la notion de responsabilité quant au bon usage du bien public, de la prescription, de la dépense de santé, des rapports avec l'industrie pharmaceutique, c'est un champ, une thématique de la responsabilité qui me semble plutôt pertinente si on veut avoir un système de santé qui évolue demain et qu'on veut des personnels de santé responsables, quand on dit qu'on veut des personnes. Et après, même s'il y a des gens, y compris dans cet amphi, qui doivent faire quelques cours sur le thème que j'ai évoqué, avouez que quand vous regardez le programme de l'examen classement national de l'internat, et je vais le dire, alors Simone va m'exploser la figure, moi, personnellement, je préfère des étudiants qui auraient des formations sur ce soin-là plutôt qu'ils soient super bons en biostat. Mais c'est provoque, parce que je pense qu'il faut les deux. Et puis, je ne veux pas me faire lyncher quand même. Je suis invité, il faut quand même que je fasse attention. Ce serait d'une impolitesse crasse. Mais non, mais voyez quand même l'idée. Parce que, allez, on va abandonner la biostat, mais quand je les vois faire de la biologie moléculaire high level, d'accord,
préfère, hein, Simone, hein, quand j'attaque comme ça, c'est mieux. Non, mais c'est un vrai sujet quand même. Il faut quand même que vous ayez conscience de ça. Eh bien, on préférerait qu'effectivement les étudiants aient des enseignements, voilà, de sciences humaines plus larges, des économistes de la santé, qui se frayent avec les vraies questions qui vont impacter le système de santé de demain. Donc, vous voyez que je profite de cette diapositive de Childress et Beauchamp pour dire que là aussi, tout dépend comment on s'en sert de ces principes-là. Hein. Donc, le champ, vous voyez, des applications sont larges. Alors, on arrive à des choses ensuite dans le champ de la bioéthique qui arrivent à dire, ben, soit on a un consensus sur certaines décisions, donc j'ai envie de dire, la logique du consensus, c'est toujours assez plaisant. Avec un bémol près, c'est que ça dépend qui on a mis autour de la table. Et ça rejoint les limites de la démocratie sanitaire. C'est-à-dire qu'hier, on a passé un formidable repas. Donc, je remercie Simone. Je vous remercie tous, parce qu'il paraît que c'est avec vos crédits de recherche que j'ai été invité. Non, pas recherche. Non, ça va. Parce que sinon, tu iras en prison. Bon, bref, donc c'est les crédits de convivialité qui font qu'on peut échanger entre nous, se revoir en post-Covid, c'est important. Bref, on était quasiment d'accord entre nous. On était d'accord entre nous parce que c'est un domaine qu'on connaît, qu'on partage, on a des expertises croisées qui sont sur des mêmes thématiques. Mais ça va être beaucoup plus compliqué quand on va aller rencontrer monsieur le maire, des associations d'usagers. Donc c'est aussi pour vous alerter sur cette logique du consensus. Hein. Le consensus dans le système de l'éthique de la discussion tel qu'il est décrit par Habermas n'a de sens que si on a réellement réuni toutes les parties, ce que disait une de mes diapositives avant. Donc ça aussi, et je passe sur les choses que j'ai connues quand j'étais plus jeune, de ces comités d'éthique qui n'étaient faits que de médecins, d'accord, entre eux, qui n'ouvraient pas la porte ni aux infirmières, ni aux aides-soignantes, ni aux usagers. Moi, j'avais un ancien patron que j'ai quitté pour plein de raisons, qui me disait « Grégoire, c'est quoi tes staffs à l'hôpital ?» Parce que j'invitais les assistantes sociales à mon staff à l'hôpital, et qui me disaient « Mais c'est quoi les médecins vont être dépossédés de leur pouvoir ?» Et c'est il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui prétendait faire de l'éthique. Donc, on est quand même dans des logiques intéressantes. Et puis après, il va y avoir la logique du compromis, qui est globalement souvent la réalité. Et le vrai sujet, c'est comment on fait dans une logique de compromis pour que ceux qui ne soient pas en dehors de ce qui a été choisi, c'est-à-dire des gens qui auraient récusé ce qui a été choisi, comment fait-on que ces gens ne se sentent pas mal à l'aise ou délaissés dans la société? Ben, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné pour l'IVG. C'est-à-dire que je trouve qu'un débat public à l'Assemblée nationale qui dit on rallonge de 2 semaines le délai d'IVG, qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais je vous rappelle que si on rallonge de 2 semaines, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens mis sur les politiques d'interruption de grossesse en France et que je crains que dans 2 ans on dise qu'il faut encore rallonger de 2 semaines parce qu'on aura à nouveau dépassé les délais. Bon, ça c'est le premier volet, mais le deuxième volet, c'est ce que je vous dis, c'est de développer une politique de l'accueil de handicap de l'enfant qui soit là. Et si à l'Assemblée nationale les choses étaient présentées, c'est ça le compromis, hein, c'est de dire on respecte les paroles de chacun. Alors je vous traite un monde un peu idéal, je sais, mais c'est à ça que je crois. Alors si on arrive à Panthère, qui est ce projet effectivement auquel on est nombreux à avoir collaboré, donc y compris nos collègues de l'espace éthique Nouvelle-Aquitaine, qui je pense prendront un peu la parole à la fin de mon intervention, parce qu'il y a tout un axe qu'elles ont traité. Et c'est important parce que c'est un projet qui a été très collaboratif et qui visait à dire finalement tous ces éléments-là dont je vous ai parlé, de l'éthique, de l'autonomie, des droits des patients, c'est pour ça que je trouvais pas mal, Simone, qu'on voit cette articulation entre la théorie et la pratique, finalement comment ça résiste, parce que c'est aussi une vraie question, finalement, une démocratie sanitaire, une démocratie en général, vous savez que, comme disait Churchill, la démocratie c'est simple quand tout va bien, et c'est compliqué quand tout va mal. C'est là qu'on voit, on voit bien d'ailleurs dans l'actualité du monde, que c'est là que ça se joue d'ailleurs, peut-être dans l'actualité d'ailleurs de nos prochaines élections. Finalement, la crise Covid, c'est un peu ça que ça a interrogé. Alors là, je vous passe quelques diapositives qu'on avait faites avec Jean-François Delfrécy, qui vous rappellent des éléments que vous connaissez, mais je trouve qu'on a une fâcheuse tendance à rapidement oublier. Donc je vous ai remis ces éléments-là pour positionner le débat. Je vous ai effectivement remis le nombre de décès, non pas pour nous faire flipper, mais pour garder, je pense, quelque chose autour de la trace mémorielle. Donc ça, vous regardez ça, mais vous connaissez ça. Et puis on arrive, voilà, progressivement. Et donc pourquoi ce calendrier de rappel est important, et puis vous le savez tous à l'esprit, mais mine de rien, ça fait 3 ans, globalement, enfin on va dire 2 grosses années, mais certainement 3, de bouleversement, voilà, des concepts issus de la loi du 4 mars 2002 et de la démocratie sanitaire. Voilà. Donc, l'idée
qu'on avait eu avec Jean-François Delfrécy, et c'est surtout d'ailleurs lui qui en a été, même si on a beaucoup discuté là-dessus, l'idée c'était de se dire ça va être compliqué cette crise et il va falloir anticiper les questions d'ordre éthique. Je trouve que c'est assez courageux de l'avoir fait. Certains me disent de temps en temps que je suis un peu obséquieux vis-à-vis de CCNE de Jean-François Delfrécy, mais il faut se rappeler ce qu'était le CCNE depuis sa création. Un lieu de gens brillants, admirablement brillants, mais travaillant en vase clos. Et le fait d'ancrer la réflexion éthique avec des remontées de terrain en disant « dites-nous ce qui au quotidien va mal dans les territoires », c'était quand même une idée en soi novatrice. D'accord ? Deuxième point, et mes collègues bordelais me diront ce qu'ils en pensent, ça a nécessité aussi que les espaces éthiques bougent un peu dans leur fonctionnement et de se dire que même s'ils se comportent depuis des années, qui sont la formation, la sensibilisation, le débat public, nous invitent à être peut-être plus en réactivité avec les vrais problèmes que les gens vivent au quotidien. Donc c'est ce qu'on nous avait demandé de faire, et donc ces cellules d'appui qui ont fonctionné plus ou moins bien, qui ont fonctionné de manière très différente en fonction des territoires, ont été créées pour dire on va recueillir les questions du terrain, voir si on peut aider à en résoudre certaines, mais en tout cas le recueil en tant que tel est déjà une donnée importante pour dire ce qui s'est passé. Alors je le dis à chaque fois que je commence à faire ce topo, parce que ça fait, là aussi de manière complète, c'est la première fois que je le fais devant vous, mais ça fait un moment que je le travaille, je me dis que quand on présente les résultats, on a l'impression que vous connaissez tout. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans les EHPAD, ce qui s'est passé dans les chambres mortuaires, enfin quoi que vous connaissez peut-être pas tous, je vous donnerai quelques exemples, mais quand même après ça a été médiatisé tout ça, c'est arrivé sur les plateaux télé, mais ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'avant que ça le soit, j'ai la prétention de dire qu'on a été quand même des acteurs d'alerte qui ont fait remonter des choses, d'accord ? Donc a posteriori on se dit, tout ce qu'il nous raconte, on le sait. Ben oui, mais il fallait bien qu'il y ait des gens qui colligent, qui travaillent, qui analysent, qui répondent aux journalistes, même si des fois, journalistes sur un plateau de télé, c'était un sujet. Mais en tout cas, vous voyez que c'était ça, cette dynamique qui a été créée. Donc, l'idée, c'était ça, et il y avait une volonté de dire que l'éthique de terrain pouvait soutenir la santé publique. J'ai repris vraiment l'avis et la recommandation du CCNE, mot pour mot. D'ailleurs, c'est les diapositives de Jean-François qui m'a prêté. Donc, vous voyez... Et je pense qu'on évolue vers ce qu'on appelle les éthiques appliquées, qui au passage sont une petite pique, et je ne vais pas me faire des amis, mais par rapport à ceux qui font des éthiques purement théoriciennes, qui sont indispensables. Je vous rappelle que moi j'ai un papa, professeur de philosophie à Normalsim, donc je ne veux pas avoir d'ennui, il a un certain âge, donc raison de plus pour que je n'ai pas d'ennui avec lui, il faut que j'en profite jusqu'au bout et bien. Mais souvent, c'est un vrai sujet. Oui, les grands principes sont importants, mais comment les confronte-t-on à la pratique ? Qu'est-ce que ça met en œuvre? Je fais une petite parenthèse. Moi, un jour, j'ai eu la chance de ramener Paul Ricoeur à la fin d'une conférence qu'il avait fait sur la personne. Et il me dit, Grégoire, vous avez travaillé sur le devenir des embryons surnuméraires dans les sécos. Moi, je ne me suis jamais posé la question de ce que devaient devenir les embryons dans les sécos. Vous voyez? Bon. Donc, il faut articuler les deux. Mais en tout cas, la France a eu historiquement, par rapport à des pays comme le Québec, par exemple, un énorme retard à être dans les éthiques appliquées. C'est-à-dire à développer ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'était aussi ce qu'a montré Panthère. Et ça, j'en ai parlé. Alors, c'est un projet qui, je ne sais pas, c'est peut-être un peu trop petit, mais qui a fédéré plusieurs équipes. Nous, on était équipe coordinatrice. Le principe a été le suivant, c'est de s'adosser à certains espaces éthiques qui étaient partenaires dans les territoires. Et chaque espace éthique a pris en charge une thématique. Voilà, en se disant, on va faire un peu l'état des lieux, des questions et des événements qui ont lieu au niveau national. Donc par exemple sur fin de vie, ce qu'a fait l'équipe ici locale, ça a été de dire on va colliger les données, on va essayer d'avoir le maximum parce qu'on n'a pas tout eu, de données qui émanaient du territoire national, et on va essayer de dire sur fin de vie, voilà les questions qui ont été posées. Et donc ça a avancé comme ça. Ce qui est important, et j'insiste parce que ça c'est un petit élément intéressant, c'est que moi j'avais déposé ce projet sous la forme d'une ANR. Et c'est une petite pique sur ce qui est aujourd'hui le financement de la recherche. L'ANR n'a pas pris le projet en me disant que ce n'était pas de la recherche. Donc ça, on peut débattre des heures et des heures, on ne sera jamais d'accord. Mais moi, je pense que l'évaluation des pratiques, les observatoires de territoire, le fait de décrire des choses, c'est de la recherche. Et donc l'ANR n'a pas pris, mais heureusement, la DGOS a pris, et c'est devenu une commande DGOS avec plein de questions secondaires. C'est est-ce que, quand on est sur une commande DGOS, on a autant d'indépendance que quand on est de la recherche? Moi, j'estime que oui, parce que l'indépendance, elle dépend de qui fait le projet et qui le porte. Quand je dis qui le porte, il n'y a pas que moi, il y a toutes les autres équipes. Donc voilà, c'est une petite histoire aussi dans l'histoire.
Alors, le premier point de cette étude, qui est un point assez général, que j'aurais pu peut-être mettre en fin, mais dans le rapport, on l'a mis en premier, c'est finalement de se demander un petit peu comment tout ce que je viens de vous raconter s'est articulé. Eh bien, faut être très honnête, ça s'est mal articulé. C'est-à-dire que quand Jean-François crée les CSE, l'idée, c'est de se dire, et s'il n'y a pas de directeur d'ARS dans la salle, je redis ce que je leur ai dit publiquement l'autre jour à la DGOS, je leur ai dit, nous, on avait plein d'éléments d'alerte, voire des questions résolutives sur le terrain pratico-pratique pour aménager les décisions nationales. Beaucoup de directeurs d'ARS, à part quelques-uns, n'ont pas voulu bouger des directives nationales en disant, nous, on est à l'ordre d'eux et on applique la directive nationale. Très français, quoi. Quand bien même en off, ils vous disaient, la directive nationale n'est pas adaptée, pose plein de problèmes, ça va être compliqué, voilà. Donc c'est en ce sens que je dis ça, dans cet axe-là, on dit, ça a été bien parce qu'il y a eu du travail fait dans les cellules d'appui éthique, mais l'idée très pratico-pratique de est-ce que ça a servi? Eh bien, ça a servi à des cliniciens, à quelques professionnels d'EHPAD, à des familles, à des patients, à résoudre des cas voilà, singuliers, et j'y reviens de temps en temps, quitte à transgresser et pas appliquer les règles nationales. Mais d'un point de vue politique, territorial, ça n'a pas été suffisamment pris en compte. Voilà. Alors, soyons clairs, ceux qui me connaissent sachent que ce n'est pas un regard critique sur les individus, sur les institutions, parce qu'à ce moment-là, on va tout faire exploser. Mais, enfin si, c'est un regard critique sur les institutions, mais pas pour dire elles nous ont mal travaillé, parce qu'il y a eu des choses formidables faites pendant cette crise Covid, faut être honnête. Enfin, il y a eu des déploiements de force aussi colossales, mais c'est plus pour se dire, si demain ça devait malheureusement se reproduire, ou s'il y avait d'autres éléments de crise sanitaire, comment pourrait-on faire pour voilà, faire que ces cellules d'appui soient mieux intégrées. Voilà. Alors ensuite, si on rentre thème par thème, eh bien, ça ne va pas être très surprenant. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre de principes. Donc, par exemple, le volet 1 qui sont les droits des usagers. Les droits des usagers nous amènent à une réflexion au-delà de ce qui est marqué dans la diapositive, qui est de est-ce qu'il ne fallait pas politiquement avoir le courage d'affirmer et voir comment on l'affirmait, mais de dire que puisqu'on était en situation exceptionnelle, il y a toute une partie de droits qui devait tomber et qui ne devait plus exister. C'est dur en démocratie, hein, de dire vous avez des droits, mais ces droits tombent. Mais comme ce courage ou cette effectivité n'a pas eu lieu, on a laissé courir des droits, on a laissé croire aux gens qu'ils avaient droit, alors que sur le terrain, ils ne pouvaient plus avoir lieu. Donc je ne vais pas revenir sur les EHPAD, mais la privation d'aller et venir, quand vous y réfléchissez bien, dans une démocratie, la privation d'aller et venir, c'est une décision normalement qui est prise par des tribunaux, d'accord, et qui met des gens en prison. Il faut rappeler ça. Et c'est le seul élément du droit qui vous permet de la privation d'aller et venir. Et donc, si vous imposez une privation d'aller et venir à des personnes pour leur bien, ce qui était quand même la logique, et je ne la remets pas en cause, encore aurait-pu-t-on débattre avec ces citoyens de cette notion de droit et de bien. Je vais vous donner un exemple. Dans les EHPAD, il y a des personnes qui nous ont témoigné et qui nous ont dit, si on sait qu'on va être privé d'aller et venir, on préfère quitter l'EHPAD, d'accord, et retourner chez nos enfants. Est-ce que cette solution n'aurait pas pu être proposée politiquement à plus grand nombre pour que les gens déjà fassent un choix? Je reste dans l'EHPAD, vous voyez, ou je quitte. Cette proposition n'a pas été faite à grande échelle. Et voire pire, il y a des établissements où on a dit aux gens, ah, mais si vous quittez l'EHPAD, les frais de facturation continueront, d'accord, ou voire si vous le quittez définitivement, vous n'êtes pas sûr de pouvoir revenir, d'accord, dans l'établissement à la fin de la crise. Donc il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence. Et donc ça montre que, vous voyez, sur une question des droits fondamentaux des personnes, ne serait-ce sur cet exemple-là, eh bien voilà. Et puis, dans l'éthique de la transgressivité, et je suis désolé pour Simone et mes collègues, parce que j'ai raconté ça hier, je devais réviser ma conf, il y a des directeurs d'EHPAD qui nous ont dit, moi j'ai une architecture qui permet d'organiser la visite des familles, d'accord, à distance, à 3 ou 4 mètres, de les faire rentrer dans des salles qui étaient grandes, voyez, et finalement il y a des directeurs qui ont transgressé l'interdit. Et c'est des établissements dans lesquels ça s'est très bien passé. Quand on a porté ces domaines, et ça croise ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de certaines ARS, les gens nous ont dit « Ah non, non, c'est interdit, on ne veut pas le savoir ». D'accord ? Et donc, petit à petit, ces données sont remontées, et c'était ce qu'ont fait beaucoup d'Espace Éthique et d'autres acteurs de la société civile, hein, au niveau des ministères. Il faut donc attendre que le ministère décide pour modifier les règles de visite en EHPAD. Mais vous savez que dans un processus très centralisé, quand je vous raconte, voilà, Espace Éthique, CCNE, le comité de santé publique, tous les comités ad hoc qui ont été là, vous êtes sur des processus décisionnels qui, en moyenne, prennent 6 à 8 mois. D'accord ? Et par rapport à des décisions qui concernent les citoyens au quotidien, il y a des retards. Donc ça, c'est le premier point important.
Donc sur la question de la proportionnalité, qui était le deuxième volet traité par une autre des équipes partenaires, c'est exactement du même ordre. Vous allez me dire, ça se recoupe un peu ces thématiques, c'est assez logique. Mais la proportionnalité, je l'illustre par un exemple qu'il y a eu dans beaucoup de services de réanimation ou de médecine palliative en fin de vie, de patients en fin de vie, où vous pouvez trouver, j'ai quelques mails succulents, hein, qu'un jour, je crois que je ferai un livre un jour, où vous avez des directions d'établissement à qui je n'en veux pas, parce que chacun son métier, mais peut-être, du coup, il faut se poser la question, quand on est directeur d'établissement, peut-être de discuter un peu plus avec les médecins de terrain, des mails qui vous disent, il faut interdire les visites dans les services de médecine palliative et de réanimation pour deux raisons. La première qui est légitime, éviter de contaminer d'autres patients qui ne sont pas encore en fin de vie, d'accord, voilà. Mais vous avez une deuxième phrase, et par ailleurs, éviter que des patients en fin de vie n'attrapent le Covid. Bon, je ne vais pas vous faire un grand topo, mais là aussi, ça relève des choix individuels et de l'information du patient et de la réalité médicale. C'est que si vous avez une espérance de vie de 10 jours, 15 jours, 3 semaines, le fait d'attraper ou non le Covid, chacun peut me challenger là-dessus, mais montre typiquement qu'il pouvait y avoir un minimum débat. Et donc, est-ce qu'on pouvait organiser les services avec des patients qui, d'un côté, pouvaient recevoir des visites versus des patients qu'il fallait vraiment protéger parce qu'ils n'étaient pas réellement en fin de vie en réanimation? La réponse est oui, et certaines réanimations l'ont faite. Donc c'est ça la proportionnalité. Mais c'est une proportionnalité qui est venue des acteurs de terrain et pas de décision nationale. Et dans les décisions nationales, certains ont mis un certain temps là aussi. Voilà. Et puis, le point auquel on insiste, c'est la révision régulière des décisions. Ça fait partie de la proportionnalité. Quand vous avez un interdit qui a été posé, vous avez, alors là c'est encore mieux votre domaine que moi, que vous connaissez tous les courbes de la pandémie, et vous savez que par moment, c'était bon, voilà, on était en dessous des seuils critiques, et que tout allait bien, mais avant que la machine se remette en route pour rétablir de la normalité sur les droits de visite et tout ça, là pareil, 2 mois, 3 mois, 4 mois dans certains établissements. J'ai encore eu, la semaine dernière, un appel qui est sur le sujet d'après, dans une chambre mortuaire où on m'a dit « Ah, mais j'ai des plaintes d'une famille parce qu'elles ne peuvent pas rendre visite d'accord, à leurs défunts, décédés du Covid. » Le décret daté d'avril 2019, il a été modifié, 2020, il a été changé en 2021, et donc vous avez un établissement de santé de ma région, donc si je n'ai pas fait bien le boulot, d'accord, qui, 1 an après la modification de la procédure, interdisait toujours les visites en chambre mortuaire. Alors vous allez me dire, c'est quoi ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a un retard à la prise de connaissance des textes, à l'information des grands? Certes, mais il y a aussi, et le mot, on l'a aussi évoqué hier, on a plein de choses hier. D'abord, on a bu du bon vin aussi, c'était bien. Mais on a dit, c'est quoi cette notion de bon sens? Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de dire, alors c'est terrible, hein, c'est des scientifiques, on dit le bon sens, mais le bon sens, c'est quoi? C'est le bon sens paysan, ça ne va pas du tout, c'est pas validé, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'évidence de la médecine. Mais à l'inverse, vous avez des acteurs qui auraient pu prendre les décisions, vous voyez, sans attendre ces délais du mois. Donc c'est un peu toujours le même propos que je tiens, mais c'est important. Alors, après, dans le grand âge, et ça c'est un propos qui est vraiment tenu par l'équipe qui a coordonné ce volet-là en Bourgogne-Franche-Comté, qui est souvent repris par Jean-François Delfrécy quand vous l'écoutez, qui dit « On a privilégié la vie biologique sur la vie réelle ou sur la vie affective des personnes. » Et donc, dans le grand âge, avoir privé les gens de vie relationnelle, de vie affective, là aussi aurait pu, à minima, nous interroger sur qu'est-ce que veut dire que préserver la vie, quoi. Et quel sens on donne à sa vie dans le grand âge. Je pense que vous avez tous dans vos familles des personnes âgées et très âgées, au moins pour certaines, et puis on a eu des patients aussi avec qui on a discuté de ces sujets-là, pour certaines, objectivement, la notion de vivre plus longtemps, d'accord, n'était pas forcément leur problématique. C'était de continuer à vivre en décence, en relation, en interaction. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est un peu démago de dire ça, en disant, est-ce qu'il aurait fallu les laisser attraper le Covid pour qu'ils gagnent en liberté? Si je suis un peu provocateur, on peut dire, pourquoi pas? Mais ça serait omettre qu'attraper le Covid, c'est aussi une souffrance terrible sur des fins de vie avec des tresses respiratoires, et que, bon voilà, à ce moment-là, il faut se poser la question. Mais au-delà de ça, quand je disais qu'il fallait marcher sur 2 jambes, le maintien des liens sociaux a mis en évidence plein de choses, et ça croise une autre diapositive qui fait que l'architecture des EHPAD, nous on a été là-dedans, à interroger pour demain comment vous pensez l'architecture. Comment ça se fait? Réfléchissez-y bien, hein, qu'aujourd'hui on mette des gens dans des pièces de 12 à 15 mètres carrés.
Moi, j'ai une famille qui m'a écrit à l'Espacétique de Normandie, que j'ai retranscrit d'ailleurs au CCNE, et ça a interpellé un peu les gens, c'est une image d'une jeune qui m'a dit « On régule la taille des cages pour les poules et les lapins dans les normes d'élevage, d'accord ? Et il n'y a aucun texte qui régule la décence de la taille d'une chambre dans les EHPAD. » Et vous voyez, quand je vous disais que ça relève aussi de choses qui sont structurellement non pensées dans notre société, on a objectivement laissé s'installer. Alors maintenant, il y a des bouquins qui sortent sur le scandale dans les EHPAD, donc on est tous à dire oui, c'est très bien, il faut s'y mettre. Mais donc ça veut dire qu'on a manqué de cette éthique anticipatrice, moi le premier, qui consistait à dire est-ce qu'on a le droit de porter un regard critique sur les établissements pour personnes âgées dépendantes? Et tout le monde le disait en famille, ça va pas, tout le monde sentait que ça coinçait, donc il a fallu attendre la crise. Autre chose, est-ce que ces établissements étaient connectés? Et est-ce qu'il y avait ne serait-ce que des téléphones dans toutes les chambres? La réponse est non. Vous voyez, donc l'éthique a été allée toucher. Enfin là, on n'est pas dans la philosophie, on n'a pas besoin de faire des incantations, vous voyez, de sciences humaines. La crise a remontré, voilà. Est-ce qu'il y avait des écrans connectés pour que les gens soient en visio avec leurs proches? La réponse est non. Enfin, pas partout, il y a des endroits où il y en avait, mais dans beaucoup d'établissements, la réponse est non. Donc vous voyez que derrière la réponse des liens sociaux, on nous a dit on ne va pas faire prendre des risques aux gens pour attraper le Covid. Mais moi, je vous dis la même chose. Je ne veux pas que les personnes âgées attrapent le Covid. Je dis juste, pour demain, dans le cahier des charges des établissements pour personnes âgées dépendantes, est-ce qu'on change les cahiers des charges? Est-ce qu'on y met des liens de relation? Est-ce qu'on se met des liens informatiques? Est-ce qu'on repense les questions architecturales? Alors bien sûr, ça devient politique. Bien sûr, ça va coûter de l'argent. Et bien sûr, ça remet en cause un système. Mais il faut peut-être potentiellement savoir ce qu'on veut, puisque je vous rappelle, surtout pour moi, un peu moins pour vous trois là, mais que moi j'y serai avant vous, quoi. D'accord? Et que donc il faut peut-être même égoïstement penser à nous. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous disiez un peu cette diapositive qui était là-dessus. Sur fin de vie, je vais passer vite fait parce que c'est votre volet, comme ça vous direz un mot après mon intervention, je pense que c'est important. Sur les processus de deuil, dites-moi si je vous bassine ou pas, mais alors ça a été mon dada et c'est moi qui l'ai porté. Il se trouve que quand vous êtes professeur de médecine légale, dans beaucoup d'endroits, vous êtes responsable de la chambre mortuaire. Voilà. Alors vous savez que les chambres mortuaires ont été éminemment mises à mal, d'abord parce qu'il y avait un afflux de décès, bon ça j'ai envie de dire, bon voilà. Mais effectivement parce qu'un jour, en catastrophe, c'est la vraie vie, un décret est publié le 1er avril 2020 et qui nous dit... interdiction de présenter les corps en famille, mise sous housse immédiate parce que patient contagieux. Que ce soit Catherine Leport, au comité de santé publique, tout ça, on s'interroge. Je disais Catherine Leport parce que c'est une collègue infectiologue qui travaille beaucoup à l'interface de ces sujets-là. On s'appelle, on se téléphone, on se dit mais ça vient d'où, quoi? Alors le ça vient d'où, on a remonté rapidement la bille, ça vient du protocole Ebola. C'est-à-dire qu'au ministère... Et j'en jette, quand je dis au ministère, moi j'y vais au ministère, donc je ne jette pas la pierre, mais c'est parce qu'il y a un système qui fonctionne comme ça, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On se dit, bah oui, il y a un risque de contagiosité, si on ne prend pas de mesures, on va nous le reprocher. Mais le décret est ressorti d'un tiroir et en gros, on change le protocole Ebola ou on met Covid, quoi, à la place. Donc, pour Ebola, il n'y a rien à dire, le protocole il est nickel, d'accord, parce qu'on sait que le corps contagieux décédé chez Ebola, c'est une vérité, que tous les fluides biologiques sont contagieux dans l'Ebola. Et puis, dans le Covid, la plupart des infectiologues disent, a priori non, parce qu'on n'a pas retrouvé de Covid dans les selles, dans les urines. Alors oui, dans l'expectoration, mais comme m'a dit un infectiologue de renom qui préside le comité national d'éthique, a priori un cadavre, ça ne tousse pas. Donc, vous voyez, on a ce problème. Et en regard de ça, et c'est là qu'il pourrait aussi y avoir des tensions sur les choix de société, soustraire le corps d'un cadavre aux proches, vous êtes tous d'accord avec moi que, quelque part, il y aurait eu un minimum de discussion avant la publication de ce décret, tout le monde aurait dit ça ne va pas. Donc il y a incontestablement dans la boucle de décision un manque d'expertise. Il faut le dire, il y a un manque d'expertise. Il aurait fallu des collègues de santé publique, un infectiologue, un mec qui s'intéresse un peu à l'éthique, voilà, ou qui est responsable d'une chambre mortuaire. Et je suis à peu près persuadé, et je le pense vraiment, c'est pas pour faire un mauvais procès, que la décision aurait pu être prise rapidement en 48 heures et qu'elle aurait été toute différente. Et donc derrière, tout le monde a ramé, parce que vous étiez sur des personnels qui étaient en sous-tension à l'hôpital. Je le dis, qui font un travail admirable dans les chambres mortuaires, mais qui sont payés 1 200 € par mois, qui devaient gérer des visites de famille aux portes, avec violence, avec des altercations, et c'est bien normal. Moi, je pense que j'aurais été à la porte de la chambre mortuaire côté famille, j'aurais peut-être aussi pété un plomb, et donc ça a généré de la violence. Voilà. Donc, c'est un retour d'expérience, c'est important de le dire, mais ça montre que, voilà. Alors,
après, là aussi, je le redis, j'aime bien le mot de transgression, il y a eu de la transgression, il y a eu de l'adaptabilité. En même temps qu'on faisait remonter à la DGOS, parce qu'on est responsable, et au ministère et au CCNE, et que tout ce petit monde fasse converger pour faire évoluer le truc, comme on savait que ça avait un peu de temps, beaucoup d'endroits se sont adaptés, ont ouvert les housses, ont présenté le corps aux familles, ont mis des mesures barrières en disant aux familles, mettez un masque et tenez-vous à distance 3 mètres du défunt. Les gens le faisaient, vous empêcherez jamais une maman de se ruer sur son fils pour l'embrasser, d'accord? Et c'est là qu'il faut aussi faire preuve de réalisme. Et globalement, les choses se sont mises en œuvre. Voilà. Donc, dans le même registre, mais là aussi, ça croise un peu votre sujet, je vais passer. Il y a eu tout un travail sur mort et processus de deuil, parce que, bien évidemment, la question de la place des proches en fin de vie, tout ça a été revisité. Donc, c'est un peu plombant, hein, mon exposé. Hein. Mais de toute façon, cette crise, elle a été plombante. Voilà, ça, c'est bon. Et puis, le dernier volet, alors, là aussi que vous connaissez, sur tout ce qu'on va dire autour de la question de la traçabilité du Covid et de la question vaccinale. Là, j'ai peu tellement envie d'y passer de temps, parce qu'objectivement, dans les médias, beaucoup de choses ont été prises en compte. Ceci dit, si on prend un peu de recul, et ça devient politique, et ça devient compliqué, parce qu'à chaque fois, on dit il n'y a qu'à Faucon quand il y a quelque chose qui est mal passé. Mais en fait, nous, en Normandie, on a travaillé avec le monde académique des collèges et des lycées, et on avait des très bons inspecteurs d'académique qui sont venus travailler avec nous et qui ont regardé les programmes et qui nous ont dit, dans les programmes de collège et de lycée, la question vaccinale a été abandonnée depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que dans notre pays, on ne parle plus vaccination aux jeunes de ce pays. Voilà. Donc voilà, c'est factuel, mais je pense qu'il faut le mettre en lien, parce que sinon on ne fait pas notre job. Parce qu'après, quand vous parlez d'informations claires, loyables et pédagogiques et de consentement à la vaccination, avouez que c'est un peu plus facile, d'accord, si vous avez une population préparée, acclimatée à ces questions-là, que si vous ramez chez des gens de mon âge, de ma famille, qui me disent ouais, est-ce que tu es sûr, machin, c'est quoi un vaccin? Bon, enfin bref, il y a quand même une notion de culture, vous voyez, médicale et de santé publique à porter. Voilà, et ça rappelle aussi que tout ce qu'on a délaissé dans notre pays, les infirmières scolaires, les médecins scolaires, enfin une politique de santé publique auprès des plus jeunes. Voilà, ça a du sens, et je vous ferai le même volet par rapport à la médecine du travail. Je ne sais pas si vous avez exploré un peu ce sujet, dans lequel il a fallu mettre très très longtemps, je ne sais pas comment vous savriez, pour raccorder la médecine du travail à la question de la politique vaccinale. Alors à l'hôpital, c'est à peu près clair parce qu'il y a des vaccinations obligatoires, mais dans l'ensemble de la médecine du travail, mais là aussi, quand on voit comment a évolué la médecine du travail dans notre pays, il y a une question. Voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Et puis l'autre chose que vous connaissez, parce que je ne peux pas insister sur tout, mais qui étaient quand même les actions de proximité. Alors là, je fais l'ancien Parisien de Paris-Descartes qui retournait gentiment dans sa Normandie familiale. Voilà, faut penser à l'Orne, quoi. Voilà, faut penser à l'Orne. Parce que effectivement, ça, nous, les doléances qu'on a reçues à l'espace éthique, de gens qui voulaient se faire vacciner, il ne faut pas l'oublier, hein, qui voulaient se faire vacciner, et qui, pour certaines personnes âgées en particulier, se sont vus recevoir des refus de bons de transport pour venir se faire vacciner au centre vaccinal de la grande ville qu'était Caen. Et que quand vous remontiez ça à la caisse d'assurance maladie, on vous disait « c'est pas dans la liste ». Alors que tous les soirs, vous avez le ministre qui disait « il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner ». Voilà. C'est là aussi un micro-détail, mais j'aime bien les micro-détails, pour dire que la proximité, ça a été un vrai sujet. Ensuite, ça a été résolu. Et objectivement, le travail a été fait. Mais ça serait tellement bien si d'emblée, vous voyez, on avait pris en compte. Et là, je fais un peu, c'est pas bien ce que je vais faire. Mais je pense que quand même, on a des sphères décisionnelles trop parisiano-centrées. Et c'est nul de le dire, parce que ça fait un peu poujadiste, ça fait tout ce que vous voulez, tout ce que je ne suis pas. Mais je pense que c'est à force de ne pas le dire, d'accord, qu'on laisse ces systèmes s'installer. Et moi, à titre personnel, je pense que je suis très en faveur des délocalisations des politiques de santé, des politiques de santé au plus près des territoires. J'en ai aujourd'hui l'intime conviction. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Alors, les suites de l'étude Panthère, qui sont des questions en cours de débat, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les espaces éthiques régionaux, pendant trop longtemps, se sont cantonnés à leurs tâches qui sont nobles, qui sont l'enseignement, le débat public. Il y a des choses formidables qui sont faites, mais devront demain, je l'ai dit en introduction, aller plus vers ce sujet. On est observatoire des pratiques de terrain. Au passage, je pense que ça peut donner des postes pour les plus jeunes. C'est-à-dire que si on n'a pas une utilité sociale
qui concourent à aider, vous voyez, à la congruence des politiques de santé publique, je pense que les espaces éthiques territoriaux ne seront pas prioritaires, seront peut-être moins bien financés. C'est même assez utilitariste ce que je suis en train de dire, parce qu'on va s'interroger sur à quoi ça sert. En gros, il ne faut pas être des CCNE bis locaux, mais un peu. C'est-à-dire il faut aider les acteurs du territoire à rendre des avis, à participer aux politiques publiques. Ça, j'y crois beaucoup. Mais du coup, ça veut dire que dans les feuilles de mission qu'on va faire évoluer, il faudra aussi que les espaces éthiques soient mieux entendus des instances nationales. C'est-à-dire que quand un espace éthique dit quelque chose, il n'est pas forcément moins pertinent que le CCNE. Et je le dis franchement en toute humilité. Au CCNE, il y a des gens brillants, mais dans les espaces éthiques régionaux, il y a des gens brillants, il y a des équipes de recherche de qualité. Donc il faut aussi avoir dans une logique un peu d'alerte, vous voyez, lanceur d'alerte, l'idée qu'en France, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un, ce sera mon dernier message, un lanceur d'alerte, pour moi, c'est quelqu'un de positif. Or, dans notre système français, le lanceur d'alerte, dans certaines sphères d'instances politiques, il est vécu comme le gars qui dérange, voire qui emmerde. D'accord ? Alors, il y en a des lanceurs d'alerte qui dérangent, qui emmerdent, parce que dans les lanceurs d'alerte, il y a du bien et du mauvais, mais quand même, redonner ces lettres de noblesse à la notion de lanceur d'alerte, vous voyez, de signaux faibles dans les politiques de santé, à mon avis, est un grand enseignement qu'on peut tirer de la crise Covid. Donc, je vais m'arrêter là.